Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace et 100% régionale. Dans quelques minutes, Vera sera sur ce plateau pour le Vera Lifestyle avec Marie Muller. Elle est dermographe. Elle nous expliquera son métier, notamment de tatoueuse. Delphine Vespizer, on la retrouvera dans Votre Alsace à Mulhouse, bien accompagné. Il y a également ce week-end le salon de l'immobilier Grand Est à partir de vendredi et nous recevrons Philippe Schmitt, spécialiste, responsable régional marché immobilier. On vous dira tout sur les taux et on terminera cette émission sur les travaux actuellement en cours du contournement ouest de Strasbourg avec notamment ce grand viaduc qui va très prochainement être poussé. Voilà, pour que les voitures puissent l'utiliser à terme. Avant cela, c'est le JT à la Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT. La journée nationale du sport scolaire, elle se tenait aujourd'hui. En Alsace, 40 000 collégiens et lycéens sont concernés. Se faire livrer le journal, on connaît, mais que diriez-vous de recevoir une baguette fraîche tous les matins ? Une start-up alsacienne s'est lancée sur le créneau du côté de Wasselonne. Et puis alors que la Fashion Week a démarré à Paris, nous vous emmènerons à la rencontre d'une créatrice mulhousienne. 40 000 collégiens et lycéens alsaciens sont membres d'associations sportives scolaires, autrement connues sous le nom d'UNSS. L'UNSS vise à favoriser la pratique sportive à l'école, que ce soit pour le loisir ou la formation. Et la formation, justement, c'est le fer de lance du lycée Jean Monnet à Strasbourg, connu pour ses sections sport-études. La journée nationale du sport scolaire qui se tenait aujourd'hui était donc l'occasion pour l'établissement de promouvoir l'excellence de ses élèves athlètes, mais aussi la découverte du handisport. Romain Hirt. Dans cette salle se trouve peut-être l'avenir du sport alsacien, voire du sport français. Le lycée Jean Monnet, connu pour ses sections sport-études, célèbre aujourd'hui ses athlètes, pour certains déjà membres de sélection nationale espoir. Et à l'occasion de la journée nationale du sport scolaire, l'Académie de Strasbourg a également voulu mettre à l'honneur l'établissement avec la labellisation Génération 2024 en vue des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris dans 5 ans. Cette labellisation nous permet de rendre peut-être plus visibles les différents partenariats que nous avons avec le monde sportif. Parce que le label, ça veut dire rapprocher le monde scolaire avec le monde sportif. Il permet aussi de faire entrer peut-être le sport dans une autre dimension, c'est-à-dire de proposer à ses élèves quelque chose un engagement plus citoyen. L'établissement fait désormais partie des 55 collèges, lycées ou universités alsaciens à détenir le label JO 2024. Dans ce cadre, des activités seront mises en place jusqu'aux Jeux Olympiques pour initier les élèves à un maximum de sport. Et pour s'inscrire dans une démarche citoyenne, l'activité phare de cet après-midi est la découverte du cécifoot, une variante du football destinée aux personnes malvoyantes. Je pense que ça peut leur faire découvrir le fait que même à un handicap, on peut réaliser une activité sportive. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. À tout moment, une blessure ou autre peut arriver et pas contraindre leur carrière, mais voilà, mettre des bâtons dans les roues. Et ils peuvent d'une part continuer à réaliser leur passion et d'autre part, c'est aussi à faire comprendre que l'autre est important et avoir confiance en l'autre, pouvoir l'écouter, pouvoir s'entraider, c'est important durant cette activité, quoi. La confiance, un atout primordial pour des sportifs de haut niveau. Ils sont actuellement une 60aine au lycée Jean Monnet, répartis entre le foot et le basket. Des espoirs à retrouver peut-être bientôt dans les équipes de nos fameux clubs alsaciens. Qui n'a pas rêvé de se lever le matin et d'avoir du pain frais devant chez soi ? C'est le pari de la start-up alsacienne Baguette Box. Depuis un an, elle propose la livraison à domicile des produits de la boulangerie locale. Et cela avant 6 heures. Cécile Motz a suivi la tournée et il fallait être matinale. Reportage. C'est une journée de travail qui commence tôt. Chaque jour à 4 heures, après avoir récupéré ses commandes chez le boulanger, Nathalie prépare ses livraisons. Je regarde mon client. Donc il veut une croix cannelle et une brioche choco. Et c'est parti, à bord de son véhicule hybride, la tournée va durer 2 heures entre Wasselonne et Romanswiller. À côté des boîtes aux lettres, les boîtes à pain attendent leur colis matinal. D'un coup d'œil, Nathalie les repère. Et ce matin, pas de fausses notes. La tournée s'achève à 6 heures du matin.
J'ai livré plus d'une 50aine de clients et à peu près 150 articles. Et ça s'est bien passé dans la mesure où au niveau du timing j'étais bien. Et j'ai pas fait d'erreur, n'est-ce pas? Donc une très bonne journée. Pour elle, c'est la fin de la journée, mais pour la start-up Baguette Box, à l'origine du concept, c'est le début de l'aventure. Au départ implantée à Vasselonne, les tournées se font aujourd'hui dans une vingtaine de communes. À la tête du projet, 3 fondateurs, parmi eux Maurice Heitz. On va essayer d'aller vers un maximum de personnes âgées ou de mobilité réduite et donc créer ce type de service social. Mais nos livreurs, c'est juste nos héros. On les a baptisés d'ailleurs nos Baguette Angels. C'est eux qui se lèvent tous les matins à 3h. C'est eux qui vont faire ce service. Donc c'est 2 typologies de livreurs. C'est soit des compléments de salaire qui donc permettent de travailler plus pour gagner plus, mais c'est aussi du retour à l'emploi avec des profils RSA qui font chez nous entre 20 et 30 heures ou 35 heures. Le partenaire de la première heure, c'est cette boulangerie de Vasselonne. Baguette Box permet à l'établissement de limiter les pertes. Avec 120 clients supplémentaires et les horaires de livraison très matinaux, il a fallu s'adapter pour suivre la cadence. Quand il m'a présenté le projet, c'est pas que j'étais sceptique, mais on se pose toujours plein de questions. Quand on a démarré ici, on commençait à 3h du matin. Et par rapport à Baguette Box, on a dû s'adapter, commencer plus tôt. On a quand même dû embaucher une personne pour la production. Donc nous, on a uniquement la production à faire. Et eux, ils s'occupent de la livraison, des paiements. Donc c'est assez facile pour nous. Et la start-up alsacienne n'entend pas s'arrêter là. D'ici le printemps prochain, elle va s'étendre à tout le Bas-Rhin avant, pourquoi pas, de conquérir l'Alsace, puis la France. Et en plus des particuliers, Baguette Box souhaite lancer Baguette Box Pro pour livrer également les entreprises et les professionnels. Créer du lien social au quartier gare, c'est l'objectif d'une nouvelle enseigne qui vient d'ouvrir ses portes. Son nom, les Petites Cantines. C'est un restaurant associatif qui propose aux clients de venir déguster des plats du jour confectionnés par d'autres clients. Un concept qui a déjà séduit les villes de Lyon, Lille ou Annecy. Strasbourg est la 7e petite cantine du groupe. Et Fanny Kuhn s'est allée tester le concept. Il est midi, les ventres affamés s'installent à table. Sous ces airs de petite cantine scolaire moderne, ce restaurant associatif propose une façon innovante de déjeuner. Ici, pas de professionnels des métiers de bouche, ce sont les convives cuisiniers qui se retrouvent chaque matin afin de confectionner de petits plats pour une trentaine de personnes. Noémie s'est laissée séduire par le concept. Ce matin, elle prépare le repas avec une brigade de 7 collègues. Au menu du jour, salade grecque, moussaka et gâteau au miel. Il y a la maîtresse de maison, Déborah, qui explique un peu les différentes tâches qu'il va y avoir à faire et qui coordonne un peu toute la matinée. Et nous, après, on se répartit en fonction de ce qu'il y a à faire. J'ai coupé des aubergines, des tomates, découvert une technique de découpage d'ail révolutionnaire. Et j'ai fait un peu de vaisselle, j'ai fait une béchamel. Il y a toujours des petits coups de bourre, surtout que c'est le début, du coup on ne connaît pas encore très bien les ustensiles, etc. Mais puis voilà, on prépare ensemble à manger, quoi. Les menus sont élaborés à la semaine par la maîtresse de maison et afin de promouvoir l'alimentation durable, la cantine de quartier utilise des produits bio, locaux et de saison. Alors qu'en cuisine, les plats se terminent, à l'entrée, les clients affluent. Stéphanie les accueille et leur explique le concept. Avant de prendre place à table, il faut adhérer à l'association à prix libre. L'adhésion permet alors de venir cuisiner et partager les repas tout au long de l'année. Mais avant d'être un lieu de passage et de restauration, la petite cantine se veut conviviale et fédératrice. On est un restaurant associatif, il n'y a pas de service à table chez nous, c'est participatif autant dans la confection
que dans le partage du repas. Les gens vont chercher les plats, se servent, font un peu de vaisselle, chacun coupe le pain pour sa table, va chercher de l'eau. Notre but, c'est d'avoir un impact social, de créer du lien. Les gens qui viennent cuisiner, forcément, c'est des gens qui ont plus de temps. Donc ça peut être des personnes âgées, ça peut être, aujourd'hui on a des étudiantes, ça peut être des personnes qui travaillent à mi-temps, ça peut être des personnes qui n'ont pas de travail pour l'instant. On vient ajouter quelque chose de différent au quartier. Les petites cantines sont ouvertes les midis du mardi au vendredi. Il est possible de réserver des places sur leur site internet pour venir cuisiner ou manger à prix libre. Alors que la Fashion Week bat son plein à Paris, hier un défilé de mode avait lieu à Mulhouse. Une créatrice de mode originaire de Mulhouse a quitté la capitale le temps d'une soirée pour présenter sa dernière collection aux Alsaciens. Marine Zis l'a rencontrée. Voilà, c'est parfait. Faudra juste que tu mettes tes cheveux un petit peu devant pour qu'on puisse voir le dos quand tu défileras. Fatima Guérout peaufine les derniers détails. Dans quelques minutes, elle présente sa nouvelle collection automne-hiver. Pour la créatrice de mode, ce défilé a une saveur particulière puisque c'est à Mulhouse qu'elle a grandi. En fait, c'est un petit retour aux sources. Et puis, on a eu des demandes. En fait, on a aussi quelques clientes en Alsace. Et on avait fait un défilé à Genève et ça a beaucoup plu. Et on s'était dit, bon, on va faire plusieurs villes. Et Mulhouse, ça me tient à cœur. J'adore l'Alsace. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire un défilé à Mulhouse. Après avoir passé son bac à Mulhouse, elle a intégré une école de stylisme et de mode à Strasbourg. À la fin de ses études, elle quitte l'Alsace pour Paris, où elle travaillera notamment pour Dior et Givenchy. En 2000, elle décide de créer sa propre maison de prêt-à-porter de luxe à Paris. Dentelle de Calais, mousseline de soie ou crêpe de laine, voilà le genre de matière que l'on retrouve dans sa dernière collection. Et pour la présenter, Fatima Guérout a fait le choix de faire défiler des mannequins non professionnels. Avec des professionnels, c'est très simple, on l'a déjà fait, mais on a envie de changer. On voulait un défilé beaucoup plus humain, plus chaleureux, et pas classique avec les mannequins qui défilent tout droit, où c'est moins intéressant. Parmi les 15 modèles du soir, Caroline, également cliente de la maison. Déjà, je me trouve extrêmement chanceuse de pouvoir porter ces tenues, qui sont juste des pièces absolument magnifiques. Et puis parce que vivre ma vie de mannequin d'un soir, c'est sympa quand même. Je pense que c'est des rêves de petite fille qu'on a toutes. Et quand on a la chance de pouvoir de temps à autre, avec beaucoup d'humilité, les réaliser, c'est très agréable. Après ce passage en Alsace, retour à Paris pour Fatima Guérout et place désormais à la Fashion Week. Et pour finir ce journal, place à l'image du jour, Oliviane. Il est de retour dans sa région après des escapades au Groenland et en République tchèque et c'est un bonheur. Le génial photographe František Zvardon n'a rajouté que 4 photos de notre Alsace sur sa page Facebook, mais c'est superbe, je vous laisse admirer. Magnifique. Merci beaucoup Anna pour ce JT Place au magazine. On accueille Vera et son invitée Marie Muller. Elle est dermographe. Venez Marie. Accompagnée par Philippe Schmitt. Avec Philippe, on va parler d'immobilier à 2 jours maintenant, d'un grand salon immobilier. Fait-il bon d'acheter son appartement en ce moment ou sa maison? Ça sera à suivre juste après ça. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien on continue avec de la pluie en ce jeudi matin. Elle sera présente absolument partout sur le territoire alsacien, chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. Et si vous êtes dans le nord de la Suisse, vous serez au sec. Les valeurs matinales, il fera 13 degrés dans le nord du Bas-Rhin, 14 degrés partout ailleurs en Alsace ainsi qu'aux frontières rhénanes. L'après-midi, eh bien toujours la même configuration, de la pluie en Alsace, chez nos voisins allemands. Et les Suisses, eh bien, vous êtes chanceux puisque vous allez avoir uniquement des nuages. Côté température dans l'après-midi, eh bien, il fera bon 20 degrés, ce sera la maximale du côté de Colmar ou encore à Bâle. 18 degrés, ce sera pour Fribourg, ou dans le nord du Bas-Rhin. 19 degrés, ce sera pour Strasbourg, Mulhouse, ainsi que du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. Vendredi,
Ça y est, il est de retour, le soleil est parmi nous et les températures iront entre 20 et 23 degrés dans votre après-midi. En ce jeudi, les coms, bonne fête, le soleil se lèvera à 7h19 pour nous dire au revoir à 19h21. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et on parle d'immobilier ce soir dans 24 heures en Alsace. Comment allez-vous, Philippe Schmitt? Très bien, merci Lionel. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes responsable du marché immobilier au Crédit Mutuel Strasbourg. C'est important d'aller vendredi, samedi, dimanche à ce salon de l'immobilier parce qu'on a quoi? Les promoteurs, les assureurs, les banquiers. Qu'est-ce qu'on vient faire en fait dans un salon de l'immobilier? Oui, effectivement, il y a tous les métiers que vous avez cités. Les banques, le Crédit Mutuel que je représente également. Le Crédit Mutuel, effectivement, qui est connu parce que c'est un établissement très connu en Alsace, mais ce qu'on sait moins, c'est que le Crédit Mutuel propose aussi de l'immobilier. On peut acheter effectivement un bien neuf avec le Crédit Mutuel, un appartement ou une maison. Et donc nous serons présents sur le salon aussi à ce titre-là. On a depuis 27 ans créé une agence immobilière qui référence des promoteurs, sélectionne les meilleurs programmes. Donc il y a toutes les bonnes offres sur place. Voilà. Et vous avez regardé avec beaucoup d'attention la météo en vous disant pourvu qu'il ne fait pas trop beau. Il y aura du monde. Voilà, comme ça il y aura du monde. Qu'est-ce qu'ils recherchent les visiteurs quand ils viennent vous voir? C'est des petits jeunes qui arrivent, ils veulent quoi? Oui, alors on a effectivement tous les âges, mais effectivement il y a des personnes qui ont déjà une idée assez précise de leur projet, mais la plupart c'est quand même encore assez flou. Ils viennent nous voir, avoir des informations, c'est surtout pour avoir des informations, des détails sur des programmes qui sont à venir. On les conseille, on les reçoit, surtout pour les écouter, pour connaître leur projet. Il faut les écouter avant, et après il faut les conseiller, c'est ça? C'est ça. Est-ce que les gens achètent alors des logements sur ce type de manifestation? Est-ce que ça marche? Nous, l'idée du salon, c'est surtout de les accueillir pour parler projet, pas vraiment pour vendre quelque chose en particulier. Ça, effectivement, on les reçoit. Le but, c'est de vendre aussi. Pour oui, mais ça sera plus tard, peut-être. On les revoit un peu plus tard, on prend note, on leur demande si effectivement ils veulent être contactés, et après, on peut effectivement les revoir par la suite. On ne signe pas le jour même, c'est ce que vous dites? Non, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment de les conseiller, de leur donner des informations aussi sur notre façon de travailler au Crédit Mutuel, notre process à nous. Et puis d'échanger effectivement sur leur projet. L'important, c'est de parler de eux, quoi. Soit immobilier, soit bancaire. Soit bancaire. Il y en a qui viennent, à mon avis, voir les taux de banque, des choses comme ça. Exactement. Bien sûr, ils nous questionnent notamment sur les crédits. Ils veulent aussi connaître leur capacité d'emprunt, qu'on les aide un petit peu à voir plus clair combien ils peuvent emprunter. Forcément, c'est le cœur de notre métier. Et puis aussi, on peut parler un peu d'assurance, d'alarme, puisque le Crédit Mutuel, effectivement, a plusieurs services au niveau immobilier. Et quelques conseils pratiques aujourd'hui sur les taux de banque. Marie, vous êtes toute jeune, vous avez acheté un appartement? Pas du tout. Ah, et vous prêtez à combien? Quand on est jeune, qu'on gagne sa vie, etc., c'est quoi les taux actuellement? Aujourd'hui, c'est vrai que les taux sont extrêmement bas. Historiquement, ils n'ont jamais été aussi bas. D'après le dernier baromètre, ils auraient encore baissé au mois d'août. Ouais. Il faut remonter à la Libération pour avoir des taux aussi bas. À la Libération, oui, 45. Donc, voilà, c'est vraiment historique. Donc là, il faut effectivement en profiter. Je conseille à Marie effectivement de venir au Crédit Mutuel pour voir son projet. Après, tout dépend effectivement de la durée de son prêt, de son projet. Il peut y avoir des prêts bonifiés aussi avec des prêts à taux zéro. Donc c'est vraiment le bon moment pour vous avez entendu, Marie? Je passerai dimanche. J'y serai de toute façon au salon pendant les 3 jours. Donc, Est-ce qu'il y a des durées d'emprunt que vous préconisez? Alors, pas vraiment, on va se dire c'est au cas par cas. Tout dépend effectivement, plus que la durée, ce qui est important, c'est la mensualité du prêt. Il faut qu'elle soit adaptée effectivement aux capacités de l'emprunteur. L'emprunteur, voilà. Quoi. En fait, nous, on regarde aussi non seulement ce qu'il veut acheter, mais également ce que ça implique. Si on achète un bien immobilier, qu'on est à 30 minutes de son lieu de travail, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut une deuxième voiture? Est-ce que si on a des enfants, il faut une nourrice? Donc il faut vraiment faire le budget dans sa globalité. Et je dirais que la bonne durée d'un prêt, c'est celle qui permet de rembourser son prêt sereinement. C'est une bonne réponse. Voilà. Réponse de banquier. Ouais, non, mais c'est vrai qu'à mon époque, on empruntait souvent sur 20 ans. On a vu les jeunes aujourd'hui qui empruntent sur 25. Oui, c'est vrai que les durées se sont rallongées. Alors comme les taux sont bas, même sur 25, les taux sont très intéressants. Effectivement, les durées sont plutôt maintenant entre 20 et 25 ans pour les prêts à l'habitation. On parle beaucoup de développement durable, souvent sur Alsace 20, et aujourd'hui avec les futures lois énergétiques, est-ce qu'on se dirige plutôt sur des bâtiments basse consommation, voire à énergie positive? Est-ce que vous ressentez, vous, cette tendance-là?
J'en parle beaucoup avec mes partenaires promoteurs. Effectivement, c'est dans les cahiers des charges, même la réglementation thermique impose à la construction et aux promoteurs d'obtenir des bâtiments très, très efficients au niveau énergétique. Et ça, c'est une bonne chose. Les charges qui baissent forcément. Voilà, et on le voit. Effectivement, les charges baissent. C'est bon pour le portefeuille de l'occupant. C'est aussi bon pour l'environnement, puisqu'il consomme beaucoup moins d'énergie au niveau chauffage. Après, ce qu'on voit aussi, c'est le développement de nouveaux matériaux, le bois. On connaît les maisons en bois, mais il faut savoir qu'il y a aussi bien des immeubles qui se construisent en bois, des immeubles de plusieurs étages. Et ça, c'est très bien aussi pour la nature, parce que le bois, c'est effectivement une ressource renouvelable. Et en plus, un puits à carbone, c'est plutôt agréable vu le réchauffement climatique. Eh ben merci beaucoup Philippe Schmitt pour tous ces conseils. Je rappelle que ce salon, c'est de vendredi à dimanche. Prenez votre temps. Vous aurez évidemment tout sur place, notaires, banquiers, promoteurs immobiliers, pour répondre à toutes les questions. Vous restez avec nous, place à présent au Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors si vous pensez encore que la mode et la beauté c'est quelque chose de superficiel, vous allez tout de suite changer d'avis avec mon invitée de ce soir, Marie Muller. Bonsoir Marie, alors vous êtes dermographe, c'est quoi ? Dermographe. Dermographe, c'est de la dermopigmentation. On parle de maquillage semi-permanent. Donc on peut penser au tatouage, c'est quasiment la même pratique, sauf qu'on ne pique pas aussi profond, on reste dans l'épiderme. Et on a des aiguilles ultra fines, donc en fait, ce qui nous permet de faire vraiment de la précision. Et donc de la reconstruction, comme on en parlera tout à l'heure. Alors vous allez plus loin justement avec cette technique de maquillage semi-permanent, puisque vous pratiquez également la dermographie réparatrice, c'est-à-dire ? Tout à fait. Je peux redessiner des cicatrices, en passant par des calvities partielles, des petites zones. On peut aussi refaire des tétons ou des aréoles après une chirurgie ou une maladie, donc cancer du sein, voilà. Ouais. Il y a d'autres maladies pour les sourcils, pour... Alors je veux bien qu'on reste sur cette image quelques instants, si vous pouvez nous la commenter, celle qu'on voit là. Marie. Alors ça, c'est mes petits tétons. C'est ce que j'ai dessiné pour m'entraîner avant de pouvoir tatouer des peaux. Et en fait, ce qui, moi, je trouve étonnant, c'est le relief. Tout à fait. C'est la lumière et l'ombre, c'est du relief, voilà. Alors que c'est complètement plat, bien évidemment. Tout à fait. Oui, il n'y a aucun relief. Une fois que c'est tatoué, c'est plat. Alors justement, là, derrière ce type d'intervention se cachent souvent des histoires lourdes, des maladies. Est-ce qu'on est formé, on est préparé face à ça ? Non, pas du tout. Pas formé, pas préparé. Il faut rester humain, sensible à la personne qu'on a en face de soi et l'aider, la comprendre et je pense bien la conseiller. Le côté psychologique qui est important. Et ça coûte combien ce type d'intervention ? Ça peut aller jusqu'à 600 €. 600-700 €. Je pense moi, je ne parlerai pas de prix pour ces prestations-là. Oui, ça dépend en fait. Ça va dépendre. Cas par cas. On a aussi des associations, donc je pense qu'on va essayer de travailler avec certaines associations. Et comment ça se passe ? Est-ce que ça va être un petit peu comme chez le tatoueur, il y a un premier rendez-vous de découverte, on va parler un petit peu du projet, ou est-ce qu'on se fait tatouer directement ? Comment ça se passe ? Vraiment un premier rendez-vous, oui. Pour déjà voir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, rassurer la personne, faire déjà peut-être un premier dessin pour lui montrer ce que ça pourrait donner. Qu'elle puisse se projeter et puis finalement se laisser le temps de la réflexion. Il faut que ce soit exactement le même en fait. On prend les mesures. Oui, c'est ça. Oui, il y a des mesures à prendre. C'est un travail de précision, c'est combien de temps vous passez pour faire ça ? Ça dépend, je pense qu'on peut... ce qui va être le plus compliqué, ça va être vraiment de prendre les mesures, de faire en sorte que ce soit bien symétrique, parallèle, et 2h30, 3h. D'accord. Oui, donc c'est vraiment une procédure qui prend du temps. Et où est-ce qu'on peut vous trouver maintenant si on a envie de vous contacter, vous parler, découvrir ? Et vous pouvez me trouver donc sur Instagram, Maison de Beauté Crémaire. Et donc 27 rue des Serruriers à Strasbourg. Voilà, Maison de l'adresse beauté. s'affiche en dessous. C'est un métier utile, ça. Oui. C'est un vrai métier utile. Tout à fait. Merci. Autre actu, Vera. Merci à vous. Alors Lionel, est-ce que vous avez vu le défilé de Etam hier soir ? Parce que c'est la Fashion Week à Paris en ce moment. C'était vraiment super. Moi, j'ai adoré parce que pour une fois, on a vu des filles qui ne faisaient pas du 34. Voilà. Alors, au-delà des mensurations, il y avait également des mannequins avec des looks et des styles très variés. C'est un défilé qui a fait écho à leur campagne La Rentrée qui
c'est Feel Free de The French Liberté, donc pour se sentir belle, libre et bien dans son corps. Alors, est-ce que c'est une véritable évolution dans le milieu de la mode ou un coup de marketing? On peut toujours se poser la question. Moi, j'ai une seule chose à dire, c'est... Toutes les femmes sont belles. Voilà, vous êtes toutes très belles, mesdames. Mais c'est un vrai coup de cœur ce que vous venez nous faire là en musique. C'est ça. Autre coup de cœur. Alors, j'ai craqué pour les jolies compositions florales de Au nom de la rose. Alors, c'est une boutique avec un Instagram fleuri qui est magnifique. Alors, ils ont fait des compositions en couleur automnale avec des coloquintes dans les bouquets. C'est très original. Alors, vous savez, c'est des petites courges décoratives super mignonnes. Le résultat est très original. Ensuite, en parcourant leur page Instagram, je suis tombée sur ces oursons qui sont faits de roses. Voilà, de roses éternelles. Ça cartonne aux États-Unis. C'est une bonne idée de cadeau instagrammable. Alors là, sur le plateau, j'ai le grand format. Alors, il faut tout de même compter 149 € pour ce format. Il existe également en petit à 69 €. En tout cas, je vous donne rendez-vous en boutique pour les découvrir et toutes ces jolies fleurs. C'est bon, hein? Ça sent bon en plus. Alors voilà, vous n'êtes pas sur place, ça sent la rose. Voilà, exactement. Merci en tout cas à vous. On va marquer une toute petite page de pub à suivre. C'est l'actualité du COS. Vous allez voir que les travaux avancent sur le contournement ouest de Strasbourg. Et bien sûr, Delphine Despizère juste après ça. Et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace. Dans un instant, ça sera Delphine Despizère. Le temps pour moi de vous remercier. Merci beaucoup Vera pour cette belle rencontre avec Marie. C'est bien ce que vous faites, dermographe. En plus, je ne connaissais pas. C'est une bonne chose. Merci à vous Philippe Schmitt. Et bon salon de l'immobilier, nous repart dans l'actualité. Le COS, ça sera à suivre juste avant votre Alsace avec Delphine Despizère. Salut Pinhunter et bienvenue à Mulhouse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Linda. Bonjour Linda. Bonjour Delphine. Tu es l'heureuse présidente de l'association Mur Mulhouse Épistrophe. C'est ça. Et tout ça, ça concerne le muralisme. C'est quoi? Alors, chaque fin du mois, on fait appel à des artistes différents, d'accord, de différentes techniques, ouais, de différents environnements, pour venir et nous faire profiter d'une œuvre sur le mur. Et donc, tous les mois, ça change? Tous les mois, ça change. Alors, c'est vrai que si on se promène à Mulhouse, on peut voir, il y a plein d'œuvres partout et ça fait trop plaisir. Vous êtes vraiment soutenu par la municipalité, hein? Nous sommes soutenus par la municipalité. C'est important, merci la municipalité. Donc, les artistes peuvent faire des choses libres et de temps en temps, c'est la mairie qui vous commande ou des particuliers qui vous commandent des projets. Tout à fait, c'est complètement différent. Les projets, généralement, c'est quelque chose qui se constitue avec le commanditaire, qui souhaite quelque chose précis, avec des codes couleurs précis, etc. Comment est-ce que le regard vis-à-vis du muralisme et des graphes, est-ce que ça a évolué aujourd'hui? Ah bien sûr, ça a évolué complètement. Le premier mur qui a naquit, c'était celui-là de Paris en 2003. Nous étions le 5e mur en 2013 et nous sommes heureux de continuer cette aventure. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus des murs et des murs en France. Ce mur-là, c'était l'un des premiers murs de l'association, considéré comme mur éphémère, qui est donc l'artiste Chaka qu'on avait invité. Ce mur-là aurait dû être exploité depuis 2013, tous les fins du mois jusqu'à aujourd'hui. Et au final? Mais la municipalité l'a conservé dans le fil rouge. Et depuis, nous avons changé d'emplacement et je vous invite à aller au 9 rue de la Moselle, où nous sommes actuellement. Venez avec nous. Ok. Allez. Waouh! Magnifique. Et ce sont les membres de l'association. Alors ça, c'est un mur qui a vocation à changer tous les mois, c'est ça? Tous les mois, on change le mur et tous les mois, on a un vernissage à la fin de la peinture, de la réalisation. Ça, c'est top. Avec un punch et tout ce qui va avec. Avec tout ce qu'il faut pour accueillir les gens. Alors là, c'est quel artiste? Alors en l'occurrence, c'est un artiste qui s'appelle Klaas van den Linden, qui vient de Belgique. Il y a toutes les informations sur le cartel ici pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ça, c'est bien. Donc ça veut dire que c'est pas que des Mulhousiens ou que des Alsaciens, pas du tout. Exactement. Le prochain artiste s'appelle Dépose et vient de Sète. Waouh, ça c'est la classe. On a des artistes internationaux et on les choisit en fait tout simplement en fonction de l'ordre d'apparition qu'ils nous proposent, mais aussi en coup de cœur.
Bon, alors dites-moi, dans votre belle association et dans vos beaux projets, quel va être le prochain grand événement où on va pouvoir suivre le mur de Mulhouse? Alors en l'occurrence, Mur Mulhouse Épistrophe travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Wonderwall dans le cadre du budget participatif Mulhouse Diagonale et qui se trouve sous le pont de la Fonderie. Ok, excellent. Et alors il y a un artiste, quel Évidemment. est l'artiste qui est choisi pour ça? Alors l'artiste qui a été sélectionné dans l'appel à projet s'appelle Blondin. Et si tu veux, on peut venir te le présenter. Avec plaisir. On va voir Blondin? On va voir. Cool. Allez. Je suis avec Blondin, un artiste mulhousien. Je suis très contente de faire ta connaissance. Moi aussi. Ça fait combien de temps que tu fais des graphes? Ça fait bientôt 13 ans que je fais du graffiti. Quand tu choisis un mur qui a été autorisé, hein, parce qu'aujourd'hui on va faire de l'autorisé, tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire comme œuvre? C'est déjà parlé avec la municipalité par exemple ou... Je sais déjà à peu près, après il y a toujours une part d'improvisation et une part de liberté quoi. Ok. Mais en gros j'ai l'esquisse à peu près. Alors est-ce qu'on peut voir cette esquisse? On peut la voir. Oh c'est très mignon. C'est très mignon. Alors on va faire un logo Votre Alsace sur un mur de Mulhouse. Je suis trop fière. Alors comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a demandé l'autorisation à la personne qui avait graffé avant? Parce que quelque part on remet quelque chose dessus. Ouais, il faut lui demander l'autorisation ou s'il est d'accord quoi. Bon bah là il est d'accord, on a tout bien peint. Alors on te retrouvera, Blondin, très bientôt à Wonderwall. C'est ça. Ça va être top. Et en plus ce qui est bien quand on est graffeur, c'est qu'on a toujours des personnes autour de nous. On a un petit fan club, des gens qui nous aident et qui nous apportent même à manger. C'est cool ça, non? C'est trop cool. Bon, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'avoir fait partager votre passion. Et nous, on se dit Morotcut et à bientôt. Et maintenant, c'est parti. À la bombe. Allez. ouais, vas-y. Simone, quoi. Okay. Allez. Ah merde. Bienvenue dans le magazine En route pour le COS. Chaque mois, Alsace 20 vous fait part de l'avancée des travaux du COS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet avancement avec nos deux invités. André Gribel, comment allez-vous? Très bien, merci Léna. On est ravis de vous accueillir. Yann Baron de la SANEF, soyez le bienvenu. Merci. On va commencer avec vous, André Gribel. Vous êtes le directeur de projet du COS pour Vinci. On va faire un état des lieux des travaux. Alors effectivement, il y a eu un été chaud et sec, ce qui est plutôt très bien pour les vacances de tous, mais c'est surtout d'excellentes conditions pour vos équipes pour travailler. Oui, tout à fait. Un été sec s'y prête bien en fait pour réaliser une grosse partie de nos travaux. Quand on dit sec, il faut évidemment gérer aussi la ressource en eau, mais ce que nous avons pu parvenir à faire. Et effectivement, en fait, c'était des mois précieux pour nous parce que de manière générale, nous avons pu avancer les travaux tels que prévu. On s'est quitté au mois de juin. Quand on revoit ces images de drone, là, André Gribel, on voit que ça a bien avancé. Les équipes ont travaillé quoi, jour et nuit quasiment durant l'été? Alors nous avons mis en poste récemment dans nos équipes de terrassement, donc ça date il y a quelques semaines maintenant. Au mois de juillet-août, on était très occupés. Je fais peut-être un petit bilan des travaux. Ouais. Donc d'un point de vue terrassement, nous avons déjà accompli plus que 50% de la tâche, c'est-à-dire plus que 50% des matériaux ont déjà été excavés et remis en remblai. Au niveau du génie civil, le chantier aussi, il a très bien avancé. Donc depuis maintenant peu, nous nous sommes mis en poste, c'est-à-dire les équipes travaillent entre 6 à 22 heures, notamment pour les postes de terrassement, au sud. Et quant aux travaux de génie civil, nous avons un objectif d'achever 75% des ouvrages d'ici fin d'année 2019. Donc ça veut dire quoi? Votre cahier des charges pour l'instant est respecté? Nous sommes dans les purs du planning que nous nous sommes fixés. Voilà. En termes de terrassement, encore une fois, la partie centre, elle est déjà achevée. La partie nord, elle va être achevée fin d'année. Et quant à la partie sud, on s'est mis en poste avec les gros matériels aujourd'hui. Et les travaux de terrassement au sud devraient s'achever d'ici mars-avril l'année prochaine. Alors on voit sur les images ce tracé vu du drone. Vos équipes peuvent quasiment le faire du début à la fin? Oui, donc nos équipes en charge de la supervision des travaux font la trace déjà depuis maintenant plusieurs mois, depuis le mois d'avril-mai.
Et on va dire, pour la circulation de nos engins de chantier, la trace est ouverte maintenant depuis déjà 2-3 mois, ce qui nous permet vraiment d'avoir cette continuité de longitudinale indispensable pour la réalisation des travaux. Alors qu'on comprenne bien, vous Alain Grébel, vous êtes Vinci, vous Yann Baron, vous êtes SANEF. Vous êtes responsable pilotage opérationnel SANEF. Pour le grand public, en fait, c'est Vinci en gros qui construit le COS. Or, la SANEF pilote, qu'est-ce qu'on peut dire, une petite partie des travaux? Alors effectivement, SANEF intervient de manière assez déterminante dans le chantier au niveau du nœud nord, donc sur le périmètre de la commune de Vendenheim. C'est pour SANEF un investissement qui est important puisque c'est plus de 40 millions d'euros de travaux qui sont à réaliser. Donc c'est à la fois un petit chantier très localisé sur une zone confinée, mais une zone qui est absolument déterminante puisque tout le monde sait que le COS, c'est le raccordement qui permettra de faire le tour de Strasbourg. Et donc pour ça, il faut se brancher sur l'autoroute A4. Et ça, l'autoroute A4, c'est vous? Et l'autoroute A4, c'est SANEF qui l'exploite. Alors on a deux images, regardez, on va les découvrir. C'est le trajet, on peut dire, actuel pour l'instant. Donc tout en haut de l'image, on va dire qu'on est vers Schwinratzheim, on redescend sur Strasbourg. Et si vous partez d'en bas de Strasbourg, vous voyez ce petit trajet rouge, c'est pour aller vers Lauterbourg, vers l'hippodrome de Heurt. Voilà ce que vous êtes en train de faire actuellement, regardez, c'est ce qui préfigure la direction qui nous permettra de prendre le COS. Sur quelle partie vous travaillez là, Yann Baron? Alors la partie qui est dévolue à SANEF, c'est la partie qui permettra véritablement d'aller de Schwinratzheim vers le COS et donc de créer les nouvelles configurations d'intégration de cette autoroute avec A4 et A35 qui préexistent déjà. Donc la partie SANEF, c'est le gros barreau de raccordement d'A4 vers le contournement de Strasbourg. Voilà, c'est sur cela que vous travaillez. Ça sera terminé quand? Vous avez déjà une idée? Oui, bien sûr. On travaille aujourd'hui pour terminer avant l'été 2021. D'accord, donc en même temps que le COS. À ce que la mise en service se fasse juste après. Alors André Grébel, on vous a suivi, on va même vous retrouver dans le reportage, sur un des sites les plus spectaculaires, vous allez voir du côté de Vendenheim, c'est ce qu'on appelle la tranchée couverte. Reportage Mathieu Chanvillard. C'est l'endroit où le chantier est aujourd'hui le plus spectaculaire. Ici, les engins ont sorti des centaines de milliers de mètres cubes de terre pour creuser la colline et enterrer littéralement l'autoroute. Nous sommes 12 mètres en dessous du sol naturel, la tranche couverte elle est relativement haute et nous sommes par contre exactement sur la future trace de l'autoroute puisque à 1 mètre plus bas que la future voie de roulement. Depuis le début du mois, les ouvriers assemblent ici ces énormes éléments de béton qui donnent naissance aux 2 galeries. Techniquement parlant, il n'y a rien de compliqué. C'est une construction comme des grosses pièces en Lego qu'on assemble sur place. Et une fois posé, l'ensemble de la section est recouvert de terre pour restituer le terrain à son niveau initial. C'est en effet ici que la future autoroute passe au plus près des habitations. Le fait de l'enterrer doit donc limiter les nuisances sonores. Voilà, André Grébel, et vous pilotez tout cela. C'est pas un tunnel en fait, il faut bien faire le distinguo. Ce n'est pas un tunnel. Couverte. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez enlevé la terre? Oui, en fait la différence entre un tunnel et une tranchée couverte est relativement simple. En fait, en cas de tranchée couverte, on excave depuis le haut pour dégager le gabarit, la terre, pour dégager le gabarit nécessaire pour poser ensuite l'ouvrage en génie civil. Ensuite, on recouvre tout cela. Et en mode tunnel, en fait, on creuse à l'horizontale tout en laissant la terre surjacente en fait en place. C'est plus rapide de faire une tranchée couverte? C'est pas une question de rapidité, c'est une question de stabilité. C'est-à-dire si on n'a pas une couverture nécessaire des terrains surjacents, en fait, les terrains vont s'écrouler par le fait de creuser. Autrement dit, si on a une couverture suffisante et des matériaux de qualité, on peut se permettre de creuser à l'horizontale. Sinon, il faut recourir au mode tranchée couverte, donc excavation par le haut. En termes d'emploi et de difficulté d'ouvrage, c'est ce qui crée le plus d'emplois. Il y a le plus de personnes qui travaillent actuellement sur cette tranchée couverte? Non, sur la tranchée couverte, il n'y a pas. C'est pas un chantier qui génère beaucoup d'emplois. En fait, c'est la succession des équipes en fait qui travaillent sur ce site. Donc d'abord les équipes en charge des travaux de terrassement. Ensuite, il ne faut pas oublier les effectifs mobilisés auprès de nos partenaires en usine en fait pour préfabriquer ces éléments préfabriqués. Derrière, il y a les équipes de génie civil qui posent des armatures, qui coulent le béton de clavage. Puis à nouveau les étancheurs et les terrassiers qui recouvrent tout cela. Donc c'est pas forcément un site qui génère énormément de manœuvres. Justement parce que nous avons recouru à un mot préfabriqué pour cet ouvrage. Par contre, la main-d'œuvre sur le viaduc,
Là, il y en a quand même. Il y en a un petit peu plus, mais encore une fois, ce sont des travaux relativement simples, c'est-à-dire c'est un enchaînement, encore une fois, des équipes en charge d'abord de la réalisation des fondations profondes avec une quinzaine de personnes. Ensuite, il y a les équipes de génie civil qui prennent le relais. Encore une fois, avec une quinzaine de personnes. Par la suite, actuellement, donc, en cours les travaux de la charpente métallique. Là, encore une fois, une équipe à peu près de 15 personnes donc, qui se compose en monteur, soudeur et peintre. Puis derrière, à nouveau, les équipes de génie civil qui prennent le relais pour réaliser la dalle de roulement. Et cette structure métallique-là que vous regardez-la bien, elle va être poussée sur les plots qui dépassent sur ces piliers de pont, c'est ça? Tout à fait. En fait, c'est une structure mixte qu'on met en place à travers d'un système de lancement, c'est-à-dire sur un côté du viaduc, on réalise une plateforme d'assemblage sur laquelle donc, on reçoit les différents coulis qu'on soude, qu'on nivelle convenablement et ensuite on lance la charpente métallique sur les différents appuis. Donc ce que vous voyez aujourd'hui à gauche va finalement constituer le tablier côté droite. Quand est-ce que vous poussez tout ça? On va lancer le premier morceau le 7 octobre prochain. Eh ben on viendra. Ah oui, non, ça, il ne faut pas rater. Yann Baron, comment est-ce qu'on coordonne en fait des travaux avec deux entités différentes, d'un côté Vinci, de l'autre côté la SANEF? C'est effectivement un challenge puisque l'autoroute A4 est fortement circulée. Donc l'objectif initial, c'est de perturber le moins possible l'exploitation et de s'assurer que nos clients accèdent encore à Strasbourg comme ils le faisaient précédemment. Donc pour se coordonner, c'est beaucoup d'échanges d'informations et c'est surtout un séquençage très fin de tous ces travaux. On travaille par petits bouts d'épisodes, on travaille quelques semaines, quelques mois avec cette visibilité-là, en s'assurant que chacun ait son rôle bien défini, donc SANEF, Vinci d'un côté. Et c'est-à-dire que vous êtes très souvent en contact? On est en permanence en contact de manière à s'assurer que les chantiers des uns avancent, ne retardent pas celui des autres. Et par exemple, quand on ferme une bretelle, on s'assure de pouvoir la rouvrir à temps en ayant réussi ce que chacun mène ses travaux pendant la durée de cette fermeture, par exemple. Alors, on a suivi également vos équipes de la SANEF Yann Baron. On était du côté de Vendenheim, regardez. En venant du nord, c'est ici que vous aurez le choix entre continuer vers Strasbourg ou bifurquer sur le Cos pour contourner l'agglomération. La bretelle actuelle doit donc être largement modifiée. Un chantier rendu compliqué par la densité du trafic. Il faut savoir que c'est un tronçon qui doit être le plus fréquenté de France par voie, puisqu'on a plus de 110 000 véhicules jour pour 2 voies. Il s'agit notamment ici d'élargir l'autoroute qui passera sur 4 voies dans chaque sens. La SANEF, qui exploite l'A4, est en charge des 800 premiers mètres de la bretelle de raccordement, Vinci s'occupant du reste des embranchements, notamment avec la 35 vers Heurt et Karlsruhe. Les deux opérateurs doivent donc se coordonner dans un espace réduit et avec une autoroute qui coupe le chantier en deux. On est dans un milieu tout à fait contraint puisque la surface est très limitée. On a les emprises foncières qui sont volontairement très limitées. On doit amener les matériaux uniquement par l'autoroute, une autoroute qui reste en service, donc sous un balisage de chantier spécifique. Ajoutez à cela une ligne SNCF qui nécessite d'élargir un pont et vous obtenez un joli casse-tête. Malgré tout, la circulation de l'autoroute ne sera jamais interrompue de jour. Seules quelques coupures de nuit sont prévues en 2021. Voilà, et Yann Baron, là on va passer de 2 voies actuellement à 4 voies sur ce tronçon-là? Exactement. Pour donner naissance au COS, on a besoin d'ajouter 2 voies supplémentaires qui vont devenir progressivement ces 2 voies du COS. Quelles contraintes ça engendre pour vous? Ça engendre des contraintes... Il y a beaucoup de fréquentation, ça roule. C'est extrêmement fréquenté, ça engendre des contraintes d'exploitation qu'on prend en compte. Ça nous oblige à donner une information la plus claire possible à nos clients. Concrètement, aujourd'hui, on circule sur 2 voies réduites. Donc pour pouvoir faire ces travaux d'élargissement de 2 à 4 voies, on réduit la portion qui est circulable sur la section, en évitant autant que faire se peut de devoir fermer l'autoroute, même si on sera amené à le faire sur des durées extrêmement courtes et la nuit. Donc couper l'autoroute est envisageable en fait, c'est quelque chose. C'est envisageable, mais compte tenu du fort trafic, ça ne peut s'envisager que la nuit, sur des périodes où le trafic a baissé. Donc par exemple, typiquement de 21h à 5h du matin, c'est la période où l'autoroute est moins chargée, elle est en quelque sorte un peu au repos. Et là, il faut travailler très très vite. Il faut absolument rouvrir avant que le trafic ne reprenne ses droits. D'accord, donc on crée une déviation sur ce mini-tronçon, c'est quoi? C'est quelques centaines de mètres, hein. On peut aller jusqu'à quelques kilomètres. On utilise des voiries secondaires pour écouler le trafic pendant la nuit.
Voilà, bulletin circulation, ça me fait penser à ça, pour avertir des routes coupées sur tout le travaux, sur la zone de travaux qui interfère sur la circulation. Vous avez ce lien-là, ce site à découvrir. Si vous avez des questions à poser, c'est une émission très ouverte, c'est cos@alsace20.tv. Merci beaucoup André Gribel. Merci et bonne route, parce que entre Vincy et Sanef, il y a du coup de fil, il y a de l'organisation pour qu'il y ait un vrai maillage et ça s'interfère bien. Ça marche bien? Ça marche bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Yann Baron. Allez, on va se quitter. On se retrouve pile poil dans un petit mois pour d'autres nouvelles du COS. Salut.